Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Une sévère crise sanitaire frappe actuellement les États-Unis. Vous avez sans doute entendu parler des opioïdes, ces médicaments développés comme antidouleurs. Ces substances dérivent partiellement de l'opium avec des effets similaires et occasionnent une forte dépendance, telle que le fentanyl, un analgésique très puissant, ou encore l'héroïne, une drogue. Aux États-Unis, le président Donald Trump n'a pas encore clairement expliqué son plan destiné à enrayer cette crise. Elle a entraîné plus de 200 000 décès chez nos voisins américains. Ici, au Canada, nous affichons également un taux très élevé d'intoxication aux opioïdes. On parle de l'hospitalisation de 16 Canadiens par jour pour cette raison, entre avril 2016 et mars 2017. C'est 20% de plus que l'an d'avant. Plus de 2800 personnes seraient mortes en 2016 en raison d'une surdose aux opioïdes au Canada, selon l'Institut canadien d'information sur la santé. Au Québec, on manque de chiffres précis. Le Bureau du coroner du Québec compte actuellement 133 décès par intoxication aux opiacés entre 2005 et 2015, donc 60 pour le fentanyl. L'Institut national de santé publique du Québec recense plutôt 2559 décès attribuables à une intoxication aux opioïdes entre 2000 et 2016. L'Ontario vient d'adopter un plan de lutte à hauteur de 222 millions de dollars. Et nous, au Québec, que ferons-nous pour combattre la crise des opioïdes et ses ravages? Nous en parlons d'abord avec Éric Langlois, conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Quand on parle d'opioïdes, on parle de quoi exactement? Les opioïdes, ce sont des substances, quand on creuse un petit peu dans le processus, là, c'est des substances qui vont agir sur des structures qu'on appelle des récepteurs dans le cerveau, donc qui vont faire effet lorsqu'ils vont se lier à ces récepteurs-là. Et les effets qu'on retrouve actuellement lorsqu'on parle de médicaments opioïdes, c'est l'analgésie. Mais ces substances-là font aussi effet, d'autres effets lorsqu'ils le consomment comme des drogues. Là, on parle entre autres d'effets d'euphorie, de somnolence, de relaxation. Donc, dans les deux cas, on va chercher des effets qu'on pourrait qualifier de positifs, mais on s'entend qu'ici, il y a un usage aussi illicite qui peut être fait. On entend parler beaucoup du fentanyl. Que sont exactement le fentanyl, le carfentanyl, l'acrifentanyl? Bon, ce sont tous des analogues du fentanyl. Le fentanyl étant, comme je viens de le mentionner, un opioïde. Donc, l'acrylfentanyl et le carfentanyl, ce sont des substances qui ont émergé sur le marché noir très récemment. Acrylfentanyl, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cas encore au Canada. Ou s'il y en a eu, c'est très peu. Carfentanyl, on a eu quelques cas, mais ça demeure quand même des cas anecdotiques. Ce qu'on retrouve vraiment plus souvent, là, ce sont des cas de décès associés au fentanyl. Entre autres, quand on regarde dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, on parle de plus de 80% des cas de décès par surdose qui impliqueraient le fentanyl. Donc, c'est vraiment pas rien. Mais la situation n'est pas du tout comparable là, à ce qu'on retrouve ici au Québec. Là. Oui, on parle de crise des opioïdes aux États-Unis et au Canada, surtout dans l'Ouest, comme vous l'avez mentionné. On n'en parle pas encore en ces termes au Québec. Quelle est la situation ici? En fait, le terme est utilisé, mais je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas nécessairement en crise. En fait, nous ne le sommes pas en ce moment. Il n'y a pas de données pour appuyer, ou du moins les données qui existent n'appuient pas ce terme-là. Dans l'Ouest, on parle vraiment d'une crise. D'ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en Colombie-Britannique en avril 2016. Maintenant, au Québec, ce qu'on voit dans les 15 dernières années, c'est une hausse constante et légère des décès associés aux opioïdes. Maintenant, on ne parle pas d'une hausse dramatique comme on observe dans d'autres provinces du Canada. D'ailleurs, en ce moment, du moins les données les plus récentes, ce qu'on observe, c'est que la situation au Québec, lorsqu'on regarde le taux de décès associés aux opioïdes, on se situe au 12e rang des 13 provinces et territoires, tout juste au-dessus du Nunavut. Donc, on n'est carrément pas en crise en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que la crise ne peut pas être appréhendée. On a une belle occasion, contrairement aux provinces de l'Ouest, de voir venir le coup et de s'y préparer.
Au Québec, on parle de combien de décès, à peu près, par année? L'an dernier, de mémoire, on parlait de 140 décès. Maintenant, c'est pas tant le nombre de décès qui est important, mais le taux, si on veut se comparer. Là, comme je vous le mentionnais, on parlait de 12e rang sur 13. Sur une base comparative, c'est préférable de regarder le taux. Maintenant, oui, on a 140 décès qui ont été répertoriés l'an dernier. Et ce chiffre est appelé à croître, étant donné qu'il y a seulement une partie des cas d'investigation là, qui sont terminés. Donc, ce chiffre, lorsqu'il sera mis à jour, sera de toute évidence un petit peu plus haut. Là. Est-ce que ça suit la hausse des prescriptions? Parce qu'il y a de plus en plus de prescriptions aussi. Oui, effectivement, ça c'est une question qu'on se pose. On n'a pas encore de données qui ont été publiées à cet effet-là, à savoir quelle est l'évolution de la prescription. On sait qu'il y a une hausse, mais la corrélation entre les deux n'a pas été faite. Maintenant, votre question sous-entend quelque chose à l'effet que la prescription pourrait être responsable jusqu'à un certain point de cette crise. Il ne faut jamais oublier que les gens qui décèdent d'une surdose d'opioïdes peuvent soit se procurer cet opioïde-là par les voies que je qualifierais d'usuelles, soit par leur médecin, par prescription, mais aussi peuvent se le procurer sur le marché noir, que ce soit volontaire ou à leur insu, parce que dans les faits, le fentanyl se retrouve dans toutes sortes de drogues et les gens qui en consomment le font souvent à leur insu, donc peuvent en décéder. Donc oui, il y a une partie de la prescription qui peut être associée à cette crise-là, mais ce n'est clairement pas la seule responsable de cette crise-là. Mm-hmm. Quelles sont les mesures que vous mettez en avant à l'Institut national de santé publique? Bon, nous, ici, à l'Institut national de santé publique, on est en soutien aux autorités de santé publique. On n'a pas les pouvoirs pour mettre en place des mesures. Ça relève des autorités qui sont le ministère de la Santé et les directions régionales de santé publique. Donc, nous, là, comme institut, ce n'est pas le terrain sur lequel on a un pouvoir d'agir. OK. Donc, votre terrain à vous, c'est plutôt les constats? C'est la connaissance. C'est la connaissance, l'expertise qu'on offre aux autorités pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Oui, l'avenir nous réserve quoi? Vous qui êtes familier avec ce dossier-là. Écoutez, ce que nous montrent les données dans le passé, c'est qu'il y a une hausse constante, que cette hausse-là, on peut s'attendre à ce qu'elle continue. Maintenant, est-ce qu'on va connaître une vraie crise, comme on le disait tout à l'heure, au même sens où on la retrouve dans l'Ouest? Ça, moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le prédire, mais en ce moment, on a l'avantage des autres provinces qu'on retrouve dans l'Ouest, là, de pouvoir se préparer à faire face à la situation si jamais elle survient. D'accord. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Éric Langlois, conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Merci, au revoir. Je suis en compagnie de Kim Brière-Charret, la coordinatrice de l'intervention proximité à l'Anonyme. C'est quoi Bonjour d'abord. Bonjour. C'est quoi l'Anonyme? En fait, on est un organisme communautaire qui travaille en prévention des infections transmissibles sexuellement ou par le sang. Mm-hmm. Et on fait également la promotion des relations saines et égalitaires. Donc, on se promène dans plusieurs quartiers à Montréal, finalement, pour pouvoir venir en aide auprès des jeunes, mais également beaucoup auprès des populations adultes de nuit, marginalisées, entre autres. Donc, on sillonne les rues de Montréal. On a aussi un service d'injection supervisée mobile, donc le premier en Amérique, en fait. On est bien heureux de pouvoir offrir ça aux personnes qu'on rencontre pour vraiment les aider finalement à avoir un espace sécuritaire aussi où consommer. Les opioïdes, c'est un problème brûlant à Montréal, je suppose? Tout à fait. En fait, M. Langlois mentionnait tout à l'heure là, qu'on n'était pas dans un état de crise déclaré par la santé publique. Par contre, en ce moment, on est quand même dans une augmentation assez importante du nombre de surdoses à Montréal. En fait, on parlait des dernières données qu'on a reçues de Urgence Santé, de 64 cas de surdoses qui sont survenus entre la mi-août et la mi-octobre. Donc, c'est quand même des données qui sont importantes. On est en mode vigie actuellement au niveau des surdoses. Oui. Qui c'est qui consomme des opioïdes? En fait, beaucoup, on a vraiment un profil très varié. Tout à l'heure, on parlait de médicaments sous prescription. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui développent une dépendance suite à cette prescription-là. Par exemple, mais c'est toujours le principe de la dépendance étant que on a besoin d'en prendre un peu plus pour avoir les mêmes effets parce qu'on développe une certaine tolérance aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, oui, vont développer une dépendance suite à, par exemple, une prise de médicaments légale, mais il y a effectivement beaucoup de personnes aussi qui, par exemple, peuvent avoir un parcours assez varié. Oui,
parfois des antécédents traumatiques, par exemple, des difficultés familiales. Donc, est-ce que, par exemple, les personnes qui consomment des substances peuvent avoir, mais pas dans tous les cas nécessairement, des profils liés à l'itinérance, par exemple. Mais effectivement, on en retrouve là, plusieurs auprès de cette population-là. Quand on parle d'opioïdes et qu'on parle de gens qui viennent vous voir, on parle de quoi? Est-ce que c'est du fentanyl? Est-ce que c'est de l'héroïne? C'est quoi exactement qu'on consomme? Souvent, en fait, on va parler d'héroïne, on peut parler de dilodide, par exemple, dans les médicaments sous prescription, donc des antidouleurs, par exemple. Puis donc, l'effet recherché est vraiment, effectivement, un effet euphorisant, relaxant, beaucoup. Puis on dit que souvent que ça va aussi contribuer à couper certaines sensations aussi, à faire un détachement parfois avec ce qu'on vit qui peut être douloureux. Donc, à ce niveau-là, il y a une sorte, il y a certaines personnes qui peuvent en consommer, par exemple, dans un but d'automédicamentation, si on veut. En fait, mais dans toute cette catégorie-là, ce qui arrive, c'est que dans la plupart du temps, quand quelqu'un consomme du fentanyl, c'est effectivement à leur insu. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles substances? Là, on parlait de carfentanyl, lacrifentanyl. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui arrivent là en ce moment? Parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de choses que les gens peuvent consommer. Effectivement. Puis en matière de substances, j'aurais tendance à faire une analogie avec les technologies. Ça se développe très rapidement, au sens en fait que à partir du moment où on a découvert une substance, souvent il y en a déjà une autre qui circule sur le marché noir. Puis en fait, ça fait partie des enjeux aussi avec lesquels on doit composer. Parce qu'en ce moment, on parle, par exemple, d'une intention de pouvoir implanter des tests de dépistage, mais les tests de dépistage ne dépistent pas toutes les substances parce que justement, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent dans le lot. Ce qui fait qu'effectivement, on parle de fentanyl, mais il y a énormément de substances analogues aussi qui ont des effets très intenses, tout comme le fentanyl. Et qui sont peut-être déjà là. Vous avez une coalition montréalaise, Méfait Montréal, qui vient de redémarrer. Je pense que c'est quelque chose qui a existé déjà et qui recherche des solutions. Parlez-moi peut-être un petit peu. Tout à fait. En fait, la coalition Réduction des méfaits Montréal vient tout juste d'être réanimée, pour faire un petit jeu de mots. En fait, et c'est vraiment en réponse aux surdoses d'opioïdes. Oui. Donc, l'idée étant de vraiment remettre au cœur des solutions la communauté. Parce qu'en fait, dans toutes les solutions qui sont proposées, évidemment, il y a plusieurs réponses politiques, gouvernementales, etc., qui sont mises en place. Par contre, il y a encore des besoins flagrants sur le terrain, par exemple, en termes d'une meilleure accessibilité à la naloxone. En ce moment, on a seulement 4 pharmacies qui en distribuent à Montréal. Donc, il y a un grand manque d'accès, par exemple. Puis on sait beaucoup avec des populations, par exemple, qui se déplacent peu, mais c'est difficile de pouvoir aller chercher des antidotes aux opiacés et pouvoir donc répondre adéquatement à cette augmentation des surdoses-là si on n'a pas un accès rapide et efficace aux trousses de naloxone, par exemple. Quelle autre solution? En fait, c'est beaucoup de pouvoir la distribuer, entre autres, par la communauté. Donc, de pouvoir faire en sorte que les organismes distribuent elles-mêmes les trousses, finalement, à même la communauté, pour pouvoir promouvoir l'accès beaucoup plus rapide. En Ontario, on sait que les trousses sont distribuées beaucoup plus rapidement et facilement qu'ici, en fait. Donc, ça fait partie des solutions. Mais vraiment, de pouvoir les impliquer aussi, d'impliquer la communauté, les personnes qui consomment au cœur des solutions, qui, elles, sont à jour le jour et finalement se retrouvent à être les premiers répondants en cas de surdose. Donc, ça fait partie, évidemment, des pistes de solutions. Puis, évidemment, malheureusement, les organismes communautaires, on le sait, c'est un combat de longue haleine, mais sont sous-financés actuellement. Et c'est d'autant plus le cas au niveau, en fait, du financement en dépendance. On le sait, par exemple, au niveau des fonds fédéraux. En ce moment, on est toujours en attente là, d'un appel de proposition pour vraiment des fonds qui sont liés à ça. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à répondre à la crise des surdoses, par exemple, mais avec souvent des fonds, par exemple, qui sont attribués au niveau de la prévention des infections transmissibles sexuellement ou par le sang. Donc, ça reste une réponse, si on veut, par ricochet, indirecte. Mais on a besoin de plus de soutien à ce niveau-là parce que vraiment, c'est les personnes qui sont sur la première ligne et qui peuvent intervenir, qui sont le plus près de la communauté. Si le gouvernement reconnaissait qu'il y a vraiment une crise, peut-être il y aurait des fonds débloqués comme en Ontario. Et donc, ça pourrait aider, si je comprends bien. C'est une bonne question, effectivement. Peut-être que ça pourrait changer l'attribution, mais ce qu'on espère, tout comme le soulignait M. Langlois, c'est de pouvoir aussi tout mettre en place au maximum de nos moyens, avec un minimum de moyens, comme on dit, finalement, le plus rapidement possible, avant qu'on arrive, puis qu'il y ait vraiment des nombres aussi percutants, finalement, qu'en Colombie-Britannique. Oui, de décès. Je vous remercie. On était en compagnie de Kim Brière-Charest, la coordinatrice de l'intervention proximité de l'Anonyme. Merci. Merci beaucoup.
alors que l'on se parle un plan pan-canadien de lutte à la crise des opioïdes. Ce plan détaille diverses mesures, comme par exemple adopter de nouvelles normes sur les pratiques de prescription afin de déployer un programme de prescription sécuritaire, augmenter la surveillance des ordonnances, créer une collaboration pan-canadienne relative à l'éducation pour les professionnels de la santé, concevoir des outils de sensibilisation à destination des patients. Pour l'instant, le Québec n'adhère pas à ce plan de lutte. Dans la belle province, il y a toutefois un comité anti-opioïdes composé d'une trentaine d'acteurs, tels que les services de police, de santé, services des douanes, le bureau du coroner et des organismes communautaires. Ce comité vise à mettre en place un plan de lutte contre le fentanyl et ses dérivés. Rejoignons maintenant Yves Séguin, le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie dans la région de l'Outaouais. Bonjour. Bonjour. Peut-on dire qu'il existe déjà une crise des opioïdes au Québec? Je ne sais pas si je parlerais de crise comme telle, mais c'est une situation qui est très, très préoccupante. Moi, je pense pas que la bonne question, c'est va-t-il y avoir une crise, mais plutôt quand elle va arriver. Et puis là, je crois qu'elle commence à arriver. C'est certain que si on compare la crise du H1N1 et la crise des opioïdes comme telle, ben, il y a une différence parce qu'il y a plus de gens qui décèdent au niveau de surdose d'opioïdes qu'il y en a eu là, au niveau du H1N1. Donc, pour nous, on peut parler de crise, mais je ne voudrais pas comme alarmer trop les gens, mais en même temps, c'est très, très préoccupant. Oui, on connaît peu les statistiques sur les décès liés à la consommation des opioïdes au Québec, mais on sait que la consommation augmente ici aussi, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous, on le voit là sur le terrain ici, que ce soit nos travailleurs de rue ou les gens là, qui distribuent des seringues, le voient. Les gens ont changé là, leur type de consommation vers une consommation plus d'opioïdes, ce qu'on voyait peut-être un peu moins il y a 5-10 ans, par exemple. Oui, il existe un plan pan-canadien de lutte à la crise des opioïdes. Le Québec n'y adhère pas. Savez-vous pourquoi? Ben, le Québec veut se doter de son propre plan. Ils sont à le faire. Nous espérons justement qu'au le mois prochain, c'est-à-dire le mois de novembre, on va pouvoir avoir une partie de ce plan-là qui va être mise en œuvre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faudrait pas attendre que tout le plan soit complètement ficelé avant qu'on fasse des actions, que ce des actions qui sont capables, là, par exemple, de permettre aux usagers de drogue ou à leurs proches d'avoir accès à de la naloxone gratuitement et facilement. Donc, l'antidote là, aux surdoses. Donc, pour moi, s'il y a des trucs que les médecins doivent faire ou qu'en centre de détention, ils doivent faire, c'est certain que ça peut prendre plus de temps, mais moi, je pense qu'il y a des actions rapides et urgentes qui doivent être faites. Oui, c'est quoi exactement ce plan de lutte? Je sais que ça réunit beaucoup de monde autour de la table. Oui, je ne peux pas en parler en détail parce que je suis sur le comité là, provincial. On nous a demandé de signer un truc de confidentialité, donc je ne peux pas tout vous donner, mais c'est vraiment un plan qui ratisse large, c'est-à-dire qu'on parle autant de l'accès à de l'intervention, que ce soit plus de travail de rue, accès à des programmes aussi de substitution, que ce soit méthadone, Suboxone, qui soit plus facile. On réfléchit là, aussi à ce que les médecins et les pharmaciens peuvent faire. Donc, c'est vraiment large comme plan. L'important, ça va être d'y mettre les ressources financières et les ressources humaines, parce que se doter d'un plan, c'est une chose, mais le mettre en œuvre, c'est une toute autre affaire. Oui, vous aviez parlé justement plusieurs fois du naloxone. Pourquoi est-ce que c'est la solution c'est l'antidote? C'est quoi exactement? Expliquez pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Le naloxone, c'est un produit qui permet d'arrêter la surdose, c'est-à-dire qui bloque les récepteurs du produit opioïde, donc ce qui fait en sorte que les difficultés respiratoires vont cesser et la personne va revenir à elle, entre guillemets. C'est pas miraculeux, c'est-à-dire que si la personne a pris une dose très grande, cette naloxone-là va aider pendant un certain temps, mais il se peut qu'après 20 minutes, une demi-heure, la surdose revient. Donc c'est pas miraculeux, mais ça donne le temps d'aller à l'hôpital, par exemple, et d'avoir d'autres traitements. Et c'est surtout sans danger. Donc quelqu'un qui administrait, que ce soit de façon injectable ou nasale, et même il existe des épipènes, là, c'est pas disponible ici pour l'instant, mais quand on reçoit ce produit-là, on peut pas amener la personne à une plus grosse surdose où il y a très, très peu de personnes allergiques. Donc, c'est vraiment un médicament qui devrait être utilisé facilement et surtout, comme on le fait en Ontario, le distribuer
largement. Le problème au Québec, c'est que maintenant, on peut aller le chercher gratuitement en pharmacie, mais les pharmaciens le connaissent peu, ne le commandent pas, et surtout, donc à ce moment-là, les utilisateurs d'opioïdes n'ont pas accès à ce produit-là, en tout cas à l'extérieur de la ville de Montréal surtout. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves Séguin, le directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie pour la région de l'Outaouais. Merci. Pour la chronique aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Nathalie Skate Doucet, infirmière et étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et boursière de la chaire de recherche politique, connaissance et santé. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler des hôpitaux, des endroits pas forcément les plus sains pour ceux qui les fréquentent ou ceux qui y travaillent. Exactement. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, étant infirmière et ayant travaillé longtemps en milieu hospitalier. Donc, je me suis posé la question, c'est quoi exactement un hôpital? C'est une institution. La réponse la plus simple, c'est là où on va pour recevoir des soins. Mais la réalité est pas mal plus complexe que ça. D'abord, un hôpital, ce n'est pas si sécuritaire que ça. Si on regarde, par exemple, aux États-Unis, la 3e cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires, c'est des erreurs liées aux soins reçus en milieu hospitalier. Au Canada, on a des statistiques aussi effarantes comme ça. L'année passée, il y a eu environ 70 000 cas rapportés de décès ou de maladies ou un préjudice qui a été fait à un patient. Donc, on sait déjà, et au Canada et aux États-Unis, ces incidents-là sont énormément sous-reportés. Donc, tout ce qu'on a, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et le système de suivi d'erreurs et d'accidents est beaucoup moins transparent au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est assez inquiétant. Maintenant, quand on regarde le personnel, la situation n'est pas plus rose. Il y a vraiment une épidémie de violence, de burn-out, de blessures. C'est assez spectaculaire quand on regarde les statistiques. Je veux dire, si on regarde, par exemple, récemment, il y a eu l'exemple de cette infirmière qui a été étranglée par un patient à l'hôpital général de Montréal. Mais ça, c'est un exemple dramatique, mais c'est un exemple, il y en a comme ça à tous les jours dans les hôpitaux du Québec, du Canada, des États-Unis. En termes de statistiques, 75% de toutes les agressions en milieu de travail, donc tous les milieux confondus, que vous travaillez dans une usine, dans un poste de police, peu importe, 75% de toutes les agressions se passent en milieu de la santé. Donc, c'est pas rien. C'est tellement important, ce fléau-là, que l'Organisation mondiale de la santé a développé tout un programme pour essayer de contrer ces problèmes-là. Malheureusement, ici au Québec, on est très loin d'appliquer les conclusions et les conseils de l'OMS. Par exemple, on vit une réforme majeure en soi, une grosse réorganisation des soins de santé au Québec. C'est pas la première. Je veux dire, le ministre Barrette fait ce que beaucoup de ses prédécesseurs ont fait aussi en termes de réforme. Mais ça, on le sait que c'est un facteur de risque majeur pour la qualité des soins, pour la sécurité du personnel. Et donc, c'est important dans des conditions comme ça de prendre des mesures pour protéger les patients, protéger la qualité des soins et protéger le personnel, ce qu'on fait pas du tout ici. Donc, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que les hôpitaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui a toujours été là? Ben, pas du tout. Si on regarde le système de santé, le centre du système de santé, l'hôpital comme centre du système de santé est devenu ce qu'il est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, les années 40-50 à peu près. Avant ça, bon, il n'y avait pas d'assurance hospitalisation, donc les hôpitaux, ça coûtait très cher être hospitalisé, et les hôpitaux n'inspiraient pas beaucoup confiance non plus du point de vue de la population. Historiquement, l'hôpital moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est développé juste dans la deuxième moitié du 19e siècle, à peu près en même temps aussi que naît la profession infirmière moderne. Avant ça, les soins étaient prodigués surtout par des religieuses, mais aussi par des patients et des prisonniers. Donc, les patients qui pouvaient pas payer leur hospitalisation, une fois qu'ils allaient mieux, devaient s'occuper des autres. Donc, évidemment, il n'y avait pas de formation. Des fois, ils étaient à peine capables de se tenir sur 2 pieds, mais tout de suite, il fallait les faire s'occuper des autres. Donc, en plus de ça, la médecine moderne n'était pas très avancée. On connaissait pas les bactéries, les virus, ou plutôt on y croyait pas. Donc, la salubrité, c'était épouvantable et les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Donc, les gens s'enfuyaient des hôpitaux. On ne voulait pas y aller. C'était un endroit très dangereux. Au niveau du financement aussi, c'était des organisations charitables, religieuses, des philanthropes. Donc, pour le milieu des affaires, si on veut, c'était pas du tout profitable comme avenue de business. Ça a changé un petit peu, entre autres, avec l'ouverture des écoles d'infirmières. Donc, au tournant du 19e siècle, ou du 20e siècle plutôt, c'était les étudiantes infirmières qui prodiguaient presque 100% des soins hospitaliers partout au Canada puis aux États-Unis. Et en tant qu'étudiante, elles n'étaient pas payées.
ou très, très peu. Et devaient travailler 6 à 7 jours par semaine, des longs chiffres. Donc, financièrement, c'était un cadeau du ciel pour les administrations hospitalières. Et en plus, c'était des soins standardisés. Il y avait quand même une certaine éducation à ces jeunes femmes-là. Et elles ont amélioré le sort des patients, standardisé les soins, ont vraiment streamliné, comme qu'on dit, l'organisation hospitalière. Si on regarde juste à la base, qu'est-ce qui a vraiment fait exploser les soins infirmiers dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est Florence Nightingale qui a été en Crimée et son groupe d'infirmières a entraîné dans l'hôpital militaire de Scutari. Le taux de mortalité est passé de 43% à 2% en quelques mois. Je veux dire, c'était du jamais vu. Donc, on lui a vraiment pitché de l'argent quand il est revenu en Grande-Bretagne pour qu'elle continue ce travail-là. Donc, aujourd'hui, les hôpitaux sont publics, mais la forme organisationnelle est très semblable aux hôpitaux d'antan. Donc, les hôpitaux ici au Québec sont extrêmement hiérarchiques, très rigides bureaucratiquement parlant. On standardise, on opérationnalise tout. Il y a très peu d'autonomie pour le personnel, particulièrement pour les infirmières. Les étudiantes prodiguent encore beaucoup de soins sans rémunération. Donc, c'est un peu tout ça le but de mon projet doctoral, retracer l'histoire sociopolitique des hôpitaux du Québec, du Canada et peut-être de l'Amérique du Nord pour identifier les racines des problèmes qu'on a aujourd'hui. Peut-être. C'est ambitieux, évidemment. Mais donc, dans la croissance des hôpitaux, comment qu'on en est venu à avoir ces taux de maladies nosocomiales, etc., toutes les statistiques que j'ai nommées au début, au niveau social, comment ça s'est développé. Donc, c'est mon projet. Alors, merci de m'avoir reçu. C'était très intéressant, Nathalie. Vous reviendrez peut-être nous parler un peu plus des infirmières, l'histoire des infirmières. Je pense qu'il y a un autre bout bien intéressant à écouter aussi. On était en compagnie de Nathalie Scaid-Doucet, infirmière, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et boursière à la chaire de recherche politique, connaissance et santé. Je pense que c'est POCOSAV. Je pense que vous avez une chaîne YouTube aussi. Donc, si les gens sont curieux, ils peuvent aller voir les petites vidéos YouTube qui parlent de connaissance de santé et de politique, évidemment. Merci. Merci à vous. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, François Cartier était à la recherche aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue